mais si vous préférez, il n'y a aucun problème. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Jérôme Cohen et j'ai notamment fondé une organisation qui s'appelle Engage et qui a pour ambition son nom l'indique un peu, de permettre un engagement accéléré, dense, des citoyens et des organisations sur les questions ou sur les défis environnementaux et sociaux. En parallèle, j'ai cofondé une initiative qui s'appelle le Grand Défi des entreprises pour la planète. Et puis, je suis administrateur de la Fresque du climat. Bref, ça, c'est pour parler de mes relations, de mes responsabilités professionnelles, de mes engagements. Et il se trouve qu'en parallèle, moi, je suis aussi ça. C'est-à-dire, je suis un amoureux, on va dire, de la nature, et en particulier un fou de pêche depuis que je suis tout petit. Un fou de pêche, et je dirais presque plus un fou de truite. Vous savez, ça c'est une truite fario, c'est-à-dire c'est une truite de souche, une truite endémique des rivières de France. Et depuis tout petit, en fait, je fais ça depuis que j'ai 3-4 ans. Je pêche. J'ai dû y passer probablement 5000, je sais pas, 6000 heures ou beaucoup plus peut-être, je ne me rends pas bien compte. À tel point que d'ailleurs, quand j'étais petit, ça fait un peu tête ça, mais c'est vrai, une fois, je me rappelle, j'allais à l'école et j'ai demandé à ma mère si, à son avis, il y avait des truites dans la rivière, dans le caniveau, en fait, à Paris, en me disant est-ce que je pourrais pas pêcher là, etc. Parce que je m'ennuyais dans la vie très urbaine. Un peu bizarre, je devais être déjà un peu couillon ou un peu utopiste, c'est vous qui jugez. Toujours est-il que donc j'ai énormément pêché. Et puis, ce qui est normal, c'est qu'il n'y ait pas de truites dans les caniveaux à Paris. Ce qui est moins normal, c'est qu'il y a de moins en moins de truites un peu partout en France, dans les rivières. Et ça, je l'ai constaté année après année. J'ai vu véritablement leur disparition ou leur, on va dire, leur effondrement. Et ça m'a fondamentalement attristé. Et ce qui est peut-être fondamentalement l'une des explications probablement de cet engagement sur la biodiversité. Alors pourquoi les truites ont disparu ? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est par exemple, excusez-moi, je fais un truc, voilà, hop, continuez vos discussions, faites ce que vous voulez, voilà, hop, voilà. La première, c'est certainement le réchauffement climatique. Les rivières sont de plus en plus chaudes. C'est vraiment notoire quand on se balade dans l'eau, puisqu'on est souvent dans l'eau jusque-là. Deuxièmement, c'est probablement le remembrement. Il y a de moins en moins de haies, donc il y a de moins en moins de diversité ou de richesse dans la biodiversité autour des rivières. La troisième, bien évidemment, c'est la pollution. Il y a plein de rivières en Bretagne magnifiques dans lesquelles il n'y a vraiment plus rien à cause de la pollution porcine. Et puis quatrième, un peu moins connu peut-être, mais c'est les espèces envahissantes. Vous savez, depuis quelques années, toutes ces rivières sont véritablement envahies par les écrevisses américaines qui mangent, qui sont très prédatrices des œufs de truite. Bref, pour parler simplement, ça c'est en train de disparaître. Et moi, ça me bousille le ventre en fait de voir ça. Et vous le savez, je le précise hyper rapidement, il n'y a pas que la truite qui disparaît, malheureusement. Ça, ce sont les chiffres de l'évolution de la biodiversité dans le monde, et en particulier en Europe, depuis à peu près 50 ans. Vous avez 70% des grands mammifères qui ont disparu en 50 ans, 75 à 80% des insectes en France, et c'est le même chiffre en Europe, et une trentaine de pourcents. Ça augmente beaucoup depuis quelques années, puisque évidemment les insectes disparaissant, les oiseaux ont du mal à se nourrir notamment, et c'est à peu près 30%, que ce soit dans les zones urbaines ou les zones rurales. Et ça dépend par espèce, etc. Ça aussi, bien sûr, c'est extrêmement attristant, et c'est ce qu'on appelle la 6e extinction ou effondrement du vivant, qui va 100 à 1000 fois plus vite que les effondrements passés. Alors les causes, on les a vues. Vous avez vu, je me suis amusé, j'ai mis une petite truite par rapport aux causes qui affectaient aussi les truites. Donc vous avez changement d'usage des terres et des mers, artificialisation, la déforestation, la surexploitation de certains organismes, la surpêche, la surexploitation des sols. Il est probable que ça aussi, ça ait une influence sur mes petites truites, parce que quand on surexploite des sols, le sol s'appauvrit, donc voilà, la biodiversité aussi. Le changement climatique, on en a parlé. La pollution des eaux, des sols et de l'air, vous savez ça par cœur, je ne vais pas vous le rapprendre. Et puis la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Alors il y a les écrevisses, il y a le frelon, il y a énormément d'espèces qui accélèrent l'effondrement de la biodiversité.
Mais en fait, je vais m'arrêter là sur les mauvaises nouvelles. D'une part parce que ça ne fait pas très plaisir à la fin d'un forum, et d'autre part parce qu'en fait, il y a aussi non pas des bonnes nouvelles, mais des raisons d'espérer, des motifs d'espoir. Et rapidement, pour commencer, qui connaît Salgado ici? Pas mal, on est vraiment dans du haut de gamme. Salgado, vous savez, qui avait couvert notamment, qui est un photographe, qui avait couvert notamment le Rwanda. Et en couvrant le Rwanda, il a été là où 800 000 personnes ont été tuées, je crois, en 2 semaines, le long d'une voie de chemin de fer. Il est rentré complètement désœuvré, n'ayant plus du tout foi en l'humanité, au Brésil, où sa femme habitait. Lui est originaire du Brésil. Et sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour le réanimer, pour lui redonner l'envie finalement de vivre et se reconnecter à la vie. Et elle a dit, le seul moyen de le faire peut-être, c'est de s'ancrer dans la terre. Et elle a eu l'idée de remonter, de replanter dans un territoire qui était une ferme héritée du père de Salgado, qui avait été complètement, vous avez vu, décimé en 2001 par l'élevage bovin intensif. Et ils ont eu l'idée de commencer à replanter. En 20 ans, ou un peu moins, c'est devenu l'une des plus grandes réserves au Brésil, sur 700 hectares. Alors j'avais noté les chiffres, je ne les ai plus vraiment de tête, mais il y a près de 300 espèces. Voilà, 300 espèces d'arbres, 170 espèces d'oiseaux, 33 espèces de mammifères, 15 espèces d'amphibiens. Bref, en 18 ans, le vivant s'est réemparé d'un territoire. Donc ça veut dire que par rapport à la biodiversité, par rapport au vivant, on peut faire régénérer un sol, faire que ce soit déjà un espace terrestre ou marin. Il y a une autre raison d'espérer. Et ça, je vais rentrer plutôt dans la problématique économique. C'est-à-dire que, évidemment, on sait que les entreprises sont en majorité, sont la principale raison de l'effondrement de la crise climatique et l'effondrement du climat, de la biodiversité. On le sait, c'est à de l'ordre de 75%. Mais il y a quelque chose qui change, à mes yeux. C'est que récemment, ou aujourd'hui, il y a une sorte de convergence entre l'intérêt général, la préservation du vivant, et l'intérêt privé, l'intérêt des entreprises. Et que ces deux éléments convergent. Et ils convergent pourquoi? Parce que, et ça, ce n'est pas des Khmers verts qui en parlent, c'est le forum de Davos, vous savez, le World Economic Forum. Les 6 causes, les 6 risques, ça c'est une cartographie des risques que publie chaque année Davos. Les 6 principaux risques, concernent l'environnement. Et l'effondrement de la biodiversité, c'est le 3e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte des entreprises, que même si elles ne le font pas pour des raisons éthiques, elles ont tout intérêt à bouger, parce que sinon, à court, moyen terme, on va dire, elles sont condamnées, elles prennent de plus en plus de risques. Et donc ça, cette convergence des risques, en quelque sorte, est extrêmement porteur pour le vivant, fait qu'elles ont intérêt à s'engager non pas pour le vivant, non pas pour la nature, mais aussi pour elles-mêmes et pour leur résilience. Alors, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, on ne doit plus se poser la question du pourquoi. Le pourquoi, on le sait. On s'engage parce qu'il y a la crise climatique, parce qu'il y a l'effondrement du vivant. Aujourd'hui, la vraie question à se poser, la seule et l'unique, c'est la question du comment. Comment je m'engage? Qu'est-ce que je fais et avec quelle intensité? Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle 7-8 minutes avant de passer un petit temps d'intelligence collective qu'on aimerait vous faire vivre avec Engage. En fait, pour faire très simple, et peut-être que vous savez déjà tout ça, donc pardon si vous le connaissez, il faut instaurer finalement une nouvelle relation au vivant. Disons depuis 1850 à peu près, on était dans une économie très extractiviste qui n'avait pas conscience, ou qui ne voulait pas les voir en tout cas, les limites planétaires. Et donc tout ça, ça a conduit à l'érosion. Et donc ce cercle vertueux entre les services écosystémiques que nous rend la nature. Sans la nature, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de vie bien sûr, mais il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Et ça ne fonctionne, ce cercle vicieux, que si on prend conscience de ses limites et que si l'économie a en elle, non pas, j'insisterai là-dessus, pas la régénération, je n'y crois pas,
mais la protection et la restauration de la nature. Et c'est ce cercle vertueux qu'on a cassé. Ça veut dire quoi, cette économie restauratrice ou cette entreprise restauratrice? Il y a peut-être 3 niveaux d'intensité. Vous savez qu'une entreprise, elle a ses dépendances. Je dépends de la nature pour faire mes activités et j'ai des impacts, ce qu'on appelle la double matérialité. Eh bien, comment j'arrive à descendre à la fois mes dépendances, à les abaisser et à abaisser mes impacts? Pour nous, il y a 3 niveaux. Évidemment, le premier, c'est la réduction. Je réduis mes dépendances. Si je produis des pâtes tartinées, j'en sais rien, bah, je vais essayer de réduire un peu ma dépendance en blé, je vais diversifier, etc. Et puis, il y a évidemment réduire mon impact en termes de production, en termes de distribution, quel que soit l'endroit sur la chaîne de valeur. La deuxième, elle est un peu plus intense déjà, et elle est peut-être plus intense, c'est repenser son activité, repenser son modèle d'affaires en quelque sorte, et passer par exemple d'un modèle de production classique et de vente classique à un modèle d'économie d'usage ou d'économie de la fonctionnalité. Au lieu de vendre une voiture, eh bien, je vais produire une voiture pour la vendre, je vais produire une voiture pour la louer, donc je vais en produire moins, parce qu'il y aura moins de besoins bien évidemment, puisque les personnes pourront simplement la louer. Vous savez qu'aujourd'hui, à peu près, une voiture est utilisée, je crois, à peu près à 10% de son temps. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième, c'est la redirection, c'est rediriger. Ça veut dire arbitrer sur certaines activités en me disant cette activité ne peut pas avoir n'a qu'un impact négatif, quel que j'en fasse, je n'arriverai pas à le réduire suffisamment. Donc, je choisis d'abandonner cette activité, je redirige mon activité et je fais des arbitrages. Et c'est évidemment ça, ce niveau d'intensité, le troisième, qui est le plus exigeant et le plus difficile à mettre en place. Ça veut dire quoi, finalement, une entreprise? Comment une entreprise restauratrice doit-elle se réinventer? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se réinvente? Alors, on pourrait appeler ça, ce petit rond, une sorte de vortex de la régénération, vortex de la restauration. Quelle énergie on fait rentrer dans l'entreprise pour qu'elle bouge? Il y a 3 dimensions qui me semblent fondamentales. 1, une entreprise doit devenir apprenante. Ça veut dire quoi, apprenante? C'est-à-dire qu'elle doit faire rentrer en elle, dans son système, des informations, des connaissances, des savoirs qu'elle n'avait pas auparavant. Et évidemment, la question du climat, de l'écologie, etc. Apprenante, et apprenante profondément. Ça veut dire qu'à tout niveau de l'entreprise, les salariés, les dirigeants, etc., doivent apprendre ces notions qui lui sont étrangères. Deuxième, participative. À nos yeux, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de participation de tous les métiers, de tous les niveaux hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise. Et des personnes qui ont à la fois des responsabilités stratégiques ou plus opérationnelles. Et les solutions, elles sont souvent, dans ce qu'on dit en intelligence collective, dans ces interstices, à la réunion de ces métiers, de ces niveaux hiérarchiques. Donc c'est en faisant participer l'ensemble de l'entreprise qu'on y arrivera. Et ouverte, parce qu'en fait, ça ne se limite pas, cette intelligence collective, en quelque sorte, à l'intérieur de l'entreprise, mais à tout son écosystème. Ça veut dire qu'elle doit s'ouvrir, qu'elle doit travailler à l'échelle, par exemple, de son territoire, avec la puissance publique, avec des ONG, avec des sachants, avec des citoyens. Donc l'entreprise devient un système ouvert, apprenant, participatif. Pour caricaturer, pardon, parce que ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, bien sûr, mais en quelque sorte, presque tout ce qu'elle n'a pas été jusqu'à présent. Donc ça nécessite une sorte de révolution, enfin une transformation très forte. Mais c'est à ce prix qu'on pourra avoir des résultats à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je dirais presque que c'est une bonne nouvelle, parce que moi, très sincèrement, et vous aussi, je suppose, je préfère travailler dans une entreprise où l'on n'apprend pas, ou en faire toujours les mêmes choses, qui n'est pas participative, où je n'ai pas mon mot à dire à moins d'être au board, et qui n'est pas ouverte, donc qui travaille en circuit fermé sur elle-même. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut avoir le courage, l'audace, la volonté de le mettre en place. Donc, pour résumer, l'entreprise restauratrice, c'est une entreprise qui repense sa mission, qui la redéfinit. Mission, ça va quand même un peu plus loin que la raison d'être. Qui repense sa gouvernance, en interne et en externe,
qui adapte, qui pense, qui repense son modèle d'affaires et qui travaille tout au long de sa chaîne de valeur, parce qu'évidemment, si on va avoir un impact ou diminuer ses dépendances, etc., en termes d'écologie, bah ça a des implications en termes de production, de distribution, de communication. Donc, aujourd'hui, c'est bien repenser la façon dont l'entreprise est conçue, l'entreprise se met en marche en quelque sorte, et je ne vais pas rester sur des idées uniquement théoriques. Pardon, je regarde quelle heure il est pour ne pas trop dépasser. Et je vais donner juste quelques exemples, peut-être que vous connaissez aussi, mais qui illustrent en fait ce qu'il est possible de faire. Je vais passer très rapidement, j'ai plus qu'une minute, donc vous m'excuserez. L'exemple d'interface, intéressant parce que, bon, c'est très connu, mais ils ont fait quand même des choses extrêmement diverses. Ils ne sont pas parfaits, c'est ce qu'ils se disent d'ailleurs, et c'est intéressant. Ils ne se disent pas on est une entreprise régénératrice, on refait tout bien, on a un impact positif en termes de biodiversité, ce serait faux. En revanche, ils arrivent à travailler sur le réemploi et le recyclage. Ils arrivent à transformer les déchets en ressources. Ce qui est intéressant, dans le recyclage, ils recyclent aussi les, comment on appelle ça, les moquettes de leurs concurrents ou des concurrents de leur activité. Matériaux et biomimétisme. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser, par exemple, des produits chimiques pour coller la moquette, ils ont des dalles qui se collent, qui se cliquent, je ne sais pas comment dire, grâce à des modèles qui sont inspirés, par exemple, du gecko, mais qui n'utilisent pas de produits chimiques. Donc, il diminue évidemment l'impact sur la biodiversité. Et puis, le design, vous l'avez peut-être vu aussi, ça a l'air tout bête comme ça. Mais au lieu d'avoir des moquettes avec des grandes dalles qui font 2 mètres ou des grands rouleaux, ben, c'est des toutes petites dalles. Et ce qui fait que si vous renversez quelque chose, vous changez une dalle et la moquette reste, comment dire, la pièce reste jolie, esthétique. Donc, ça aussi, ça permet de beaucoup moins dépenser de matière. Un autre exemple, Rossignol, qui a commencé à repenser sa dépendance, qui a pensé à repenser finalement et à penser sa redirection. On sait, vous n'avez rien à apprendre, que les stations en dessous de 1900 mètres ou 1800 mètres à 10-20 ans sont assez condamnées. Quand on est fabricant de skis, pas terrible. Donc, première action qu'ils ont faite, bien sûr, c'est produire des skis qui sont plus responsables, etc., qui utilisent moins de produits chimiques, blablabla, etc. Mais deuxièmement, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va être obligé de se diversifier, à moins qu'on licencie tout le monde, etc. Donc, ils sont diversifier d'une part leurs produits et essayer de repenser de nouvelles activités avec les stations de ski. Ce qui peut être très intéressant ou pas du tout si ces nouvelles activités continuent à artificialiser les stations de ski. Donc il faut rentrer beaucoup dans le détail pour comprendre ce qui est fait en profondeur et mesurer l'impact véritable. Mais là, c'est une redirection assez en profondeur de leur activité. Autre exemple, une entreprise avec qui on a travaillé, qui est une petite PME de Bretagne, qui a vraiment repensé le système, de façon très systémique, son métier, ses activités. Alors, on pourra regarder différentes choses qu'elle a mis en place, mais il y en a une que je trouve intéressant, c'était celui-là notamment. C'est le travail sur les pratiques agricoles de ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'elle a dit, si on veut arriver à avoir l'impact qu'on veut avoir en tant qu'entreprise et donc écosystème, il faut qu'on travaille avec nos fournisseurs, avec tout notre écosystème, pour améliorer toute notre chaîne de production. Donc ça illustre vraiment la capacité de l'entreprise à s'ouvrir et avoir des pratiques qui sont partagées et qui entraînent tout un territoire. Voilà. Le temps est limité, donc je vais appeler sur scène Sandrine pour qu'on travaille un peu avec vous. Voilà. Merci, bonsoir. Je me décale. Alors, maintenant, ça va être à vous. Donc, on va commencer par un petit quiz. Je vais vous poser une question. Et si vous répondez oui à la question, je vais vous demander de vous lever. La question, qui a déjà mis en place une action en faveur de la biodiversité dans son entreprise ou dans son activité professionnelle? Ceux qui l'ont déjà fait, levez-vous. Accusé, levez-vous. Très bien. Pas mal quand même. Pas mal. Ouais, n'hésitez pas. Voilà. S'il y en a qui hésitent un peu, vous pouvez vous lever. Bon, bref. Il n'y aura pas de vérification. Non, restez debout. Alors là, on va demander quelque chose de très technique. Vous allez essayer de vous associer à une personne ou à deux s'il n'y a pas assez de monde, avec des gens qui sont assis, parce que justement, vous allez leur raconter ce que vous avez mis en place
pour qu'on arrive à faire circuler justement cette action en faveur de la biodiversité. Allez, vous bougez. Hop. Ah oui, c'est la fin de la journée, on s'est réveille. dit qu'il fallait faire quelque chose d'assez actif. Minutes. C'était bien, ça allait? C'est très bien. Ouais. Oui, ça m'a donné, tu vois, on discutera après, mais par rapport à l'atelier d'émission de jeudi, tu as des trucs qui sont mieux, plus simples. En plus simple, ouais. Bon, attends, je te laisse. Oui, oui, c'est très bien. Attends, juste, du coup, il faut qu'on soit... Oui, parce que là, je regarde bêtement les secondes et ça ne sert à rien. J'avais des palpitations. Différent. Voilà. Je ne vois rien. Il faut que tu me fasses signe, mais en fait, je vois rien. Je vais te le dire, je vais te le dire. On peut y aller? Oui, oui. Ce que je vous propose, comme il vous reste 2 minutes, c'est de tourner et peut-être de changer de groupe pour pouvoir vous raconter ou à passer à une autre idée si vous êtes très inspiré et que je vous ai interrompu. J'ai le spot en plein dans le... Ça fait un effet étrange, je sais pas ce que je veux dire. On y va? Faut que tu changes de slide. On va passer à la question suivante. Alors, bon. Je vais faire quelque chose, j'aurais dû vous expliquer. Je vois qu'il y en a qui connaissent. En fait, le signe, quand je lève la main, c'est que tout le monde lève la main et s'arrête de parler. Sauf moi, du coup, avec le micro contre-exemple. Donc, on va prendre 5 petites minutes, justement, pour pouvoir rebondir. Quelle va être votre prochaine action en faveur de la biodiversité, en fonction de ce qu'a pu vous raconter Jérôme, en fonction de ce qu'ont pu échanger les personnes qui étaient dans votre groupe? Ça peut être une action court terme, long terme, professionnelle ou personnelle. Vous avez 5 minutes. Je ne vois rien. Je vois vraiment rien, ça affreux. Comment? Je vois rien. En fait, j'ai le spot en plein dans la tronche. Moi, c'est pas vrai. Pas toi? Non. Mais
Moi, C'est j'ai toi, ma c'est le lumière. spectacle. Moi, je suis le soleil. Alors, tu sais, on se compare. Une petite slide d'échange derrière, je me souviens plus. Bon, on l'a fait là-dessus. Peut-être reprendre la parole en disant est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intervention, machin. Et après, on conclut, toi, avec les. Des questions ou C'est des mieux, non? réactions? Oui, questions ou réactions. On conclut avec la présentation. Oui. Oui. Avec les pistons qui vont se lever. Et quoi? Les petits pistons qui vont se lever. Et peut-être questions ou des choses qu'ils ont envie de partager. Non, on va prendre d'abord des actions, mais super. Des actions. Voilà, vraiment, Oui, c'est ce que je veux dire. Et du coup, moi, je peux aller dans la salle me balader pendant que toi, tu prends le truc. Ok. Ok. J'ai pas du tout le timing en tête. Je pense que tu peux y aller. T'avais dit quoi, 3 minutes? Ouais. Ouais. Je pense qu'il Allez, faudrait y aller. dis-leur 30 secondes pour bien penser son action. Si vous pouvez prendre 30 secondes pour conclure et bien résumer votre action. Allez, hop, Je suis armée là, je suis armée. Mais moi aussi, je suis là. On va se répartir. Ça marche sans que j'ai à élever la voix. En plus, je parle pas assez fort. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui veulent partager une action qu'ils voudraient mettre en place? Partager, qu'ils ont décidé de prendre ou qui, voilà. Qui voudrait faire ça? Allez, courage, fuyons. Ah, là-bas, Sixtine, tiens. Hop, Sixtine va approcher un micro. Merci. Bonjour, moi j'aimerais beaucoup acheter un tout petit bout de forêt Ouais, et ne plus jamais y toucher. d'accord. Ok. Voilà. Ça mettra du temps avant de revenir une forêt primaire, mais c'est déjà un début. Absolument. Une autre idée, peut-être à titre professionnel, comme vous voulez. Mettre en place une action. Bon, je suis sûr que vous avez changé plein d'idées là, non? Ça a dû fuser, vous connaissant. Non? Ah, si, il y en a une là. Bah tiens, je vais vous donner mon micro. Moi, je crois beaucoup à l'éducation pour changer les choses. Et mon vœu serait de concevoir un module pédagogique pour les plus jeunes sur le végétal et la relation au végétal. Alors, je vous invite, on va vous en parler juste après, à rejoindre le défi biodiversité que vient de lancer Engage. Et pour venir apporter votre idée, peut-être nous la développerons. Ah, c'est pas mal ça. Alors, quoi d'autre? Une autre? Ouais, voilà, ça y est, ça commence, attention. Bonjour. Donc, comme je l'expliquais à mon voisin, ça fait quelques jours que j'ai intégré une nouvelle entreprise pour mettre en place un plan d'action biodiversité. Bravo. Donc, dans le cadre des entreprises engagées pour la nature de l'OFB. D'accord. Ouais. Nous faisons Donc, partie aussi, ouais, absolument. Et je sais bien. Et donc voilà, enfin, j'en suis qu'au début, mais là pour le moment j'essaie de cartographier les dépendances et les impacts. Voilà. Bah, ce qui est souvent la première action qu'on doit mener pour comprendre où en est l'entreprise. On peut connaître le nom de avoir la chance de connaître le nom de cette entreprise? C'est TNP. TNP. Qui travaille dans cabinet de conseil. J'ai ma voisine qui me pousse à partager mon idée. Donc... À mon avis, elle n'est pas tellement neutre, votre voisine. Mais oui. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à titre personnel sur la biodiversité dans mon jardin et on a eu le retour des grenouilles il n'y a pas très longtemps et des libellules. Et en fait, là, j'ai la ferme familiale de mes grands-parents que mes parents ont pour possession, qui potentiellement veulent s'en séparer. Et du coup, j'ai pour projet d'agrandir mon jardin pour en faire un havre de biodiversité dans ce sens. Bravo.
et de la permaculture au passage pour la partie plus cultivée. Voilà, faites gaffe un peu aux grenouilles parce qu'au moment des amours, ça fait beaucoup de bruit. Mais allez, une dernière idée. Une jeune femme qui voulait parler. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, sur le long terme, pour mon entreprise, j'aimerais mettre en place un programme d'engagement beaucoup plus structuré pour réduire l'empreinte hydrique de mon entreprise et d'encourager une gestion de l'eau un peu plus circulaire. Bravo. Ok. Ben, voilà, il y avait Emma Aziza, qui travaille beaucoup avec nous, qui intervenait tout à l'heure sur le sujet. Vous pouvez passer son contact. Envoyez-nous un mail et puis on vous mettra en contact avec Emma. Peut-être avant de conclure, est-ce que par rapport à ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, vous aviez 1, 2, 3, j'en sais rien, questions ou voilà, qui vous, à l'époque, vous avez un peu titillé et que vous aimeriez poser maintenant? Oui. Vous êtes réticent sur le terme de régénératif. Très bonne question. Excellente question, monsieur. Vous avez 3 heures. Alors, je vais répondre assez simplement. Je suis pourquoi pas en faveur de l'économie régénérative dans son ensemble, à l'échelle d'une économie, pourquoi pas. Entreprise régénérative, je pense que c'est un mensonge. Qu'on mette une entreprise dans une démarche qui éventuellement soit régénérative, dans une perspective presque écosystémique, etc., pourquoi pas. Mais ça laisse entendre, cette appellation, que l'économie, avec son système quasiment actuel, est capable d'avoir un impact positif sur le vivant. Ça, c'est faux. C'est tout simplement faux. Donc, je ne dis pas que les personnes qui en parlent ont une mauvaise intention, pas du tout. Je dis que ça peut entraîner une mauvaise compréhension du sujet et que ça peut être, comme vous savez, le capitalisme, dans son ensemble, a la capacité à digérer des concepts assez appropriés. Après, le mot ne veut plus rien dire. Et là, je pense qu'on est quasiment arrivé à ce moment-là. Et donc, il faut juste y faire attention, parce qu'après, toutes les entreprises auront la raison d'être regenerating for growth and happiness, ou je ne sais pas quoi, et ça ne voudra plus rien dire. Et on y est quasiment. Voilà. Donc, toutes les boîtes, maintenant, se disent, on est régénérateur, on va vers le... Ça ne veut rien dire, en fait. L'économie actuelle, parce qu'un jour sera différent, mais j'y crois pas beaucoup, est destructeur de vivants. Voilà. Donc il faut amoindrir, il faut restaurer, il faut trouver des biais de façon de le faire mieux. Mais il ne faut pas faire croire qu'une économie ou une entreprise va être régénérative. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de cette appellation. Ai-je répondu à votre question? Une autre petite question? Grande ou fondamentale? Non? Bon, on doit s'arrêter bientôt, donc je vais repasser rapidement la parole à Sandrine. Et puis après, voilà, on se quittera. Alors, vous savez, Engage, Jérôme vous l'a expliqué, nous, notre objectif, c'est d'avoir un impact maximum, donc toucher un maximum à la fois de citoyens et d'entreprises. Et la manière dont on peut travailler avec vous, dont on peut interagir avec vous, d'une part, c'est de travailler sur la sensibilisation. Donc, si vous avez envie, à titre individuel ou pour votre entreprise, de faire un atelier mission biodiversifiée pour cartographier vos interrelations avec le vivant, contactez Hortense The Wolf qui va se lever. C'est elle. Si jamais vous brûlez de tout savoir sur la biodiversité et relever le défi du vivant, à ce moment-là, vous pouvez suivre le MOOC biodiversité. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Quentin Thomas, également présent. On est tous là. Si vous voulez faire une formation, parce que la formation, le savoir, l'organisation apprenante, c'est à l'origine et c'est aussi le nerf de la guerre, vous pouvez contacter Emma Baïz. Emma, levez-vous, je vous prie. Personne n'est accusé ici. Si jamais vous voulez aller encore plus loin et pour le coup engager votre organisation, il y a 2 manières de le faire. D'une part, engager un défi transition. Donc des défis transition, c'est des défis de transformation pour transformer votre entreprise écologiquement. Et à ce moment-là, vous pouvez contacter Hélène Lecomte. Je ne sais pas où elle est. La voici. Et si vous voulez, à titre d'entreprise mécène, nous rejoindre dans notre défi biodiversité, dont la thématique est se connecter au vivant. Un défi biodiversité, c'est quoi? C'est un processus d'innovation collaboratif pour faire émerger des projets à impact qui vont répondre à un problème de société. Le problème aujourd'hui auquel on essaie de répondre, c'est comment arriver à se connecter au vivant. Il y aura une grande révélation en décembre des projets à impact, et là, on est en train de travailler dessus. Donc, vous pouvez rejoindre le défi ou alors devenir entreprise mécène.
Voilà. Eh bien, il nous reste à vous remercier. Je crois qu'il y a encore une dernière conférence derrière nous pour ceux qui ont encore le courage. Merci beaucoup de votre participation Merci à active et tous. puis à très vite. Voilà. Au revoir.